C'est un mot, un point acadien. Et aujourd'hui, donc exceptionnellement, ça a lieu dans l'auditorium Germance de l'Église. Nous sommes accueillis par Sœur Bussière, par Sœur Tailleur, et donc, si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent simplement à l'entrée, vous êtes identifiés, et s'il y a des personnes, c'est toujours possible de devenir membre de la société. Donc, ce que je veux dire, c'est que sans plus tarder, j'ai demandé à Georges Joubert de présenter le conférencier. Georges Joubert fut jusqu'à cette année vice-président de la Société historique, grand ami et, on peut le dire, connaisseur de Germance, médecin, chirurgien, dont le frère a œuvré ici même à l'université. Je crois qu'il était la personne désignée pour présenter notre conférencier. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci bien, M. Détienne. Chers amis de la Société historique, chers membres de la Société historique, moi, d'ailleurs, je dois remercier les religieuses de Pastoral de Saint-Joseph qui nous accueillent dans leur magnifique auditorium. Ceci grâce au sujet très particulier de cet après-midi, qui concerne Germance. Germance, comme vous savez, est venue au monde en 1606 et 400 ans déjà, ça passe. Notre conférencier de cet après-midi, M. Jean-Paul Fidel, que j'ai bien l'honneur de vous présenter, est un lingon purulaire. Vous acceptez le terme? Puisqu'il est né en 1947. Vous savez, M. Fidel, que Germance occupe une place de choix dans notre cœur, une physique agréable, dit ses contemporains, il serait convaincu de tous ceux qui me possèdent cette nouvelle idée. Vous saurez nous démontrer, cher M. Fidel, la sagesse de cette femme qui se gronda le sieur Paul Chomé de Maisonneuve au cours des années difficiles de la fondation de ce poste important qui était Montréal. M. Fidel est professeur d'histoire-géographie au Collège allemand de Lange depuis 1972. Comme diplôme, il a accumulé la maîtrise d'histoire, un diplôme d'études approfondies, ce qu'on appelle des DEA en histoire comparative. Il est président de l'association Langue Montréal, Centre culturel de Langue, depuis 1990. Il est président fondateur, en 1999, des Amitiés nord-américaines de Champagne-Ardenne, qui regroupe les associations historiques tournées vers l'Amérique du Nord. Il est l'auteur de livres, brochures et articles sur l'histoire régionale et initiateur du jumelage scolaire entre l'école secondaire Germance de Montréal et le collège ici Germance de Langue, et ce depuis 1992 jusqu'à 1993. Il est doyen des membres titulaires actifs de la Société historique archéologique de Langue. Et comme une distinction, il est chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Comme je le disais tantôt, M. Fidel va traiter d'un sujet qui nous tient bien à cœur. Nous écoutons donc M. Fidel très attentivement. Merci bien. Merci, docteur. Monsieur le Président de la Société historique de Montréal, distingué invité, le thème de la conférence est donc Langue et la vocation canadienne de Germance. Mais au préalable, j'ai une révélation historique à vous faire. Vous savez certainement peut-être que l'acte de baptême de Germance est découvert avant 1939. C'est à partir de là que les échanges entre Langue et Montréal ont été
ont été, je dirais, construits. Or, j'ai eu la bonne chance, comme enseignant, de bénéficier d'un don archivistique du curé de la cathédrale de Langres, il y a une dizaine d'années, le curé Justin Mulson, qui a été le premier d'endroit, d'envergure, avec M. De Chandler, qui est de descendance France, à venir à l'été 1935 à Montréal et d'autres lieux, parce que c'était un voyage organisé pour les anciens combattants. Ce carnet, parmi les documents archivistiques, il y a le carnet de bord de tout son voyage. Et je voudrais citer quelques lignes, parce qu'elles sont finalement de ces lieux. Donc je cite textuellement. Il faut d'abord voir la supérieure de l'Hôtel Dieu, Sœur Riva. J'arrive à l'Hôtel Dieu, Monseigneur Deschamps a téléphoné mon arrivée. À l'entrée, belle statue de Jeanne Mons. Vaste établissement, 325 lits, je crois, bien installés. Des sœurs, il me semble avoir entendu 125. Tous les soins médicaux, par de longs corridors, dont on a vu sur les salles bien ripollinées, les lits modernes, je suis conduit au parloir. Salon. Voici les sœurs Rivard et Gratton, dont la courtoisie respectueuse est manière de joie et de reconnaissance pour le souci que nous avons d'accès à la vie. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente introduction de nos relations et de cette unité. Ne pas oublier que Jeanne Mans a vécu moitié de sa vie à Nantes, c'est-à-dire pratiquement 33 ans et demi, et qui est morte à 67 ans. En effet, elle est née le 12 novembre 1606 et elle part de Langres le 30 mai 1640 pour répondre à un appel missionnaire pour la Nouvelle-France. À noter que malgré 3 retours en France, elle ne reviendra plus dans sa ville natale. Le but de ces conférences est donc de montrer ce que Langres a pu lui apporter en faveur de ses missions fondatrices, évangélisatrices et hospitalières à Villemar. Quelques mots pour situer la ville de Langres. C'est une ville du sud de la Champagne, à la frontière avec la Bourgogne. À l'extrémité du plateau de Langres, où notamment, repère facile, la Seine prend sa source. Donc, ça c'est Langres sur son plateau, ici sur les armoiries de la cité. Et ici, là, on a le positionnement de la ville de Langres sur une carte du XVIIe siècle. Et ici, on a la position de Langres au nord-est de la France. Et vous avez par ailleurs la ville de Troyes, puisque le joie est à Troyes, et je crois que je l'ai dit Maisonneuve, et à Neuville, à côté de Troyes, il ne peut pas. Donc ça nous permet de situer donc la ville de Langres. Donc, elle domine la vallée de la Marne, ce qu'on a vu tout à l'heure, de près de 150 mètres. C'est une ville d'environ 10 000 habitants. À l'époque de Jacques Mans, c'était déjà une ville de 8 000 habitants, qui faisait de Langres une grande ville, finalement. C'est toujours la capitale du diocèse du Namur. Avant de commencer, je voudrais signaler la pauvreté archivestique des sources, compte tenu qu'il y a eu plusieurs incendies importants à Langres et que l'essentiel des sources municipales ont été détruites. Cependant, il nous en reste quelques-unes, on en a d'autres par ailleurs, ce qui permet de restituer quand même une partie de la vie de Jeanne Mans. Donc, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer le plan. Donc, la famille, il y aura 5 courtes parties. La famille proche de Jeanne Mans, qui explique sa vocation. Langres, ville fortifiée sous les menaces. Les pauvres et les malades à Langres. Le climat religieux à Langres. Et les échos des missions en Nouvelle-France. Donc, la famille proche de Jeanne Mans. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Jeanne Mans a été baptisée le 12 novembre 1606. On va voir tout de suite son acte de... Oui, alors là, je reviens en arrière, parce que je ne crois pas que je vais avoir
représenter, c'est quelques vues aériennes de l'angle, et notamment, je crois que celle-ci, j'insiste, c'est la partie nord, on voit très bien les ponts, et on voit très bien les remparts, il y a 3,5 km, ce qui existait déjà au temps de l'Allemand, et ces 3,5 km sont pratiquement intacts. Donc, famille proche de Jalmance et l'acte de baptême. L'acte de baptême, je le rappelais, je le signalais tout à l'heure, il a été trouvé qu'en 1931. Je signale d'ailleurs que le 12 novembre prochain, une plaque commémorative sera dévoilée et que sur cette plaque commémorative, à côté de la statue de Jalmance, on aura le facsimilé de l'acte de baptême. Elle est la deuxième de 12 enfants. Le dernier étant né en 1623 et même étant né donc, le 12 novembre 1606. Sa sœur aînée, Marguerite, a un an de plus que Jeanne. Premier problème, sa mère meurt vers 1625. Donc Marguerite et Jeanne doivent s'occuper précocement de leur père et de leur frère et sœurs. Ceci a dû contribuer au grand sens pratique que nous rencontrons chez Jalmance pendant toute sa mission. Ceci sera encore accentué, puisqu'en 1632, c'est le décès du père. Ainsi, Marguerite et Jeanne deviennent chefs de famille. Quelle était la profession du père de Jeanne? Il était procureur du roi au bailliage de Langres. Donc le bailliage, c'est une vaste circonscription judiciaire. Alors, procureur, c'était une profession juridique relativement modeste, comme d'ailleurs la plupart du côté de la famille Mance. Ça correspond à peu près à conseiller juridique aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'un frère de Jeanne ait repris cette charge après le décès de son père. En tous les cas, Jeanne Mance, ça c'est important aussi, a fréquenté les milieux juridiques de Langres. Il n'est donc pas étonnant que lors de sa mission à Ville-Marie, elle ait prodigué à plusieurs reprises des conseils judicieux dans le processus de fondation. J'en donnerai qu'une seule preuve, qui est très importante, c'est le fameux texte du dessein des associés salariales, établi en 1641 par M. Ladeversière et le baron de Frontin. C'est un texte très proche de celui suggéré par Jeanne Mance en juin 1641, lors de son embarquement à La Rochelle. Et puis on a d'autres actes à Montréal qui prouvent que Jeanne Mance connaît le langage juridique, sait travailler le juridique. La position sociale de la famille de Jeanne était celle de la moyenne bourgeoisie d'Europe. La famille de Jeanne Mance sera anoblie postérieurement en 1660. Quelques mots sur ses revenus. La profession du père ne donne que des revenus modestes. Du côté de la mère, Catherine de Monod, elle appartient à la famille de bourgeoisie d'Ambroise, qui remonte au XIIIe siècle, mais il ne semble pas qu'il y ait des revenus considérables. Ainsi, sur les quelques documents d'archives existants, sur la succession des parents de Jeanne Mance, c'est finalement un héritage modeste. Par conséquent, Jeanne Mance, durant toute sa période langloise, a pu, je dirais, expérimenter son futur travail d'intendant, la mission de Ville-Marie. Enfin, on le verra tout à l'heure, je le signale simplement, la famille de Jeanne Mance appartient au milieu dévot, largement majoritaire à Langres. Alors, je voulais vous montrer, je vous ai parlé de son baptême. Je crois qu'il est temps de présenter là où elle était baptisée. Donc, au bas de ce plan du XVIIe siècle, nous avons l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, où Jeanne Mance a été baptisée. Et juste au-dessus, on a la cathédrale. Donc, on avait deux églises, une cathédrale et une église, qui étaient véritablement catholiques. Donc, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, où Jeanne Mance a été baptisée, a été détruite à la fin de la Révolution. Elle se présentait d'une manière schématique de la manière suivante. Saint-Paul. On connaît son plan, voilà le plan de Saint-Paul, et si on prend la partie gauche, sur la deuxième chapelle, on a les fonds baptismaux où Jeanne Mance a été baptisée. Donc ceci, on le repère très bien.
Et la statue, qui était édifiée en 1968, a été mise exactement sur le lieu des fondatissements. Et je reviens au père Mulson, que j'évoquais tout à l'heure. Lors de sa mission en 1935, on lui a demandé de la pierre de langue. Et la pierre de langue, quelques années plus tard, a été donnée à Montréal. Et elle provenait effectivement de ce lieu. Ce lieu que je pourrais qualifier de ça. Donc maintenant, voyons cette très importante forteresse, très souvent assiégée, mais jamais prise. L'angle n'a jamais été pris avant 1814. Donc, tout à l'heure, je vous en parlais, c'est une ville frontière, donc une ville fortement appliquée sur un éperon, je vois très bien, et les remparts. Vous voyez aussi, on le reverra tout à l'heure, tous les édifices religieux, les chapelles, les églises, en 14. Donc, une situation quand même bien privilégiée pour la défense. Et donc, au pied de l'Ancre, coule la Marne et un autre affluent, qui vont se jeter dans la Seine quelques dizaines de kilomètres plus loin. Donc, une situation fortifiée très, très intéressante. Mais en position frontière, d'où les attaques fréquentes. Alors, position frontière avec la Franche-Comté, qui appartenait à l'Espagne, et la Lorraine, qui appartenait au Saint-Empire germanique. Alors, vu sa position fortifiée, l'Ancre est choyée par les rois de France. Les visites royales sont assez fréquentes. Par exemple, Louis XIII, sous Jallement, s'est venu à l'Ancre en 1639. Les rois n'hésitent pas à donner de l'argent pour renforcer justement la position. Donc, l'Ancre bénéficie de près de 4000 mètres de remparts et d'une quarantaine de tours. Alors là, c'est le monument le plus ancien de l'Ancre, c'est une porte gallo-romaine, qui remonte, tenez-vous bien, à -10 avant Jésus-Christ. Je ne veux pas amplifier là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est pas le sujet. Simplement, donc, cette porte gallo-romaine, son état actuel, elle est englobée dans les remparts, elle fait partie des remparts. Simplement, je peux montrer l'aspect très ancien, et justement, à l'époque romaine, l'Ancre a bénéficié d'importants avantages. Alors, cette fois-ci, typiquement, disons, dans l'aspect défensif. Donc là, on a une porte, la porte Saint-Didier. Saint-Didier, c'était le troisième événement. Là, la porte Henri IV. Donc la porte Saint-Didier a été en partie détruite, mais elle existe encore. Celle-là, elle existe exactement dans l'état où existe une photographie. Et elle a été refaite, rebâtie sous Henri IV. On a exactement la date de 1604. Intéressant de souligner, très important, c'est qu'à toutes les portes de l'Ancre, vous voyez ici, il y a une statue de la Vierge. Dans toutes les portes, y compris dans celle qui a été créée en 1855. Et toutes les Vierges, sauf celle-là, celles que nous voyons, sont tournées du côté intérieur. Or ici, nous sommes du côté de l'Est. Alors peut-être que, compte tenu que le danger était plus fréquent du côté de l'Est, il est impossible qu'on ait décidé de la mettre vers extérieurement. Le culte de Marial, et donc évidemment, Jallement, parce que c'est le sujet, a baigné dans ce culte. Une autre tour du XVe siècle, près de 7 mètres d'épaisseur là-bas. Donc, au niveau des menaces, c'est évidemment la menace de la guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648, où la France est fortement impliquée à partir de 1635, en combattant la maison d'Autriche. C'est surtout entre 1636 et 1638 que les menaces vont être importantes. Là, ici, on a un des ennemis, un des chefs ennemis, Gallas, qui était le chef de cohorte de Croates et Suédois. Alors, on sait que l'Anglais est attaqué entre 1636 et 1638 surtout, mais l'Angleterre n'a pas été véritablement menacée. Cependant, les faubourgs et tous les environs étaient constamment ravagés. Et donc, les gens avaient tendance à se réfugier dans l'Angleterre. Mais impossible de prendre l'Angleterre. Donc, nul doute que Jeanne connaît ces moments d'inquiétude. Nul doute qu'elle aide à secourir les blessés et les malheureux des faubourgs et des paroisses environnantes.
Elle apprend certainement à se méfier des ruses de l'ennemi, qui lui servira plus tard à l'image, bien entendu. Car si l'angle est presque impossible à prendre dans une situation classique, elle peut toujours être à la merci d'une trahison, d'une combine quelconque. Un exemple, guerre de Caen avant la naissance des Allemands, en 1591, un pétard c'est une charge, a failli fracasser la porte de l'hôtel de ville. Mais la milice bourgeoise, qui constamment patrouillait, etc., a déjoué l'ennemi qui était des ligueurs, et finalement, donc ça a échoué, mais effectivement, il faut être vigilant. Et tous les ans, d'ailleurs, par rapport à ces tentatives, à la Saint-Bernard, parce que c'est effectivement à cette date-là, une procession, pour bien montrer que beaucoup de traditions sont ancrées dans la cité, une procession avait lieu, et cette procession a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, Jeanne s'est donc sensibilisée à tous ces problèmes, et c'est à Langres qu'elle acquit certainement cet esprit pratique et réaliste, cette fermeté dans les résolutions qui devait frapper tous ceux qu'elle côtoya ensuite à l'humain. Et que, comme vous le savez, à plusieurs reprises, on dira de Jeanne Mance, notamment lorsque le gouverneur Maisonneuve n'était pas là, notamment en France, on dira c'était le seul homme de la colonie. Donc, si ça a été dit par les contemporains, c'est qu'il y avait forcément quelque chose de vrai. Donc, l'aspect ville fortifié, je crois que c'est un élément tout à fait capital qui lui servira. Alors maintenant, la partie sur les pauvres et les malades, évidemment tout à fait fondamentale sur le sujet qui nous intéresse. Les malheurs de la guerre s'ajoutent aux difficultés de la vie quotidienne. Ainsi, en 1631, 700 bouches sont à nourrir par la communauté municipale. Le grand évêque Sébastien Zabet, on en parlera tout à l'heure, le fils de la plus grande fortune de France, banquier d'Aricat, y consacrera une grande partie de sa fortune. Il meurt d'ailleurs, quand il va mourir, il n'a plus que quelques écus, alors qu'il avait une fortune de plusieurs millions de livres. À la guerre, à la disette, à la famine, va s'ajouter, ça explique l'image que vous avez dit, la peste, en particulier à deux époques. En 1632, la petite peste, 900 victimes. Et beaucoup plus grave, la grande peste, entre 1635 et 1638, 5500 victimes. Dans la vie, les invendus. 5500 victimes. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit l'an, c'est à environ 8000. Évidemment, il y a un environnement qui peut peut-être faire 2000 à 3000, mais qui fait que si on fait un calcul très simple, c'est environ moitié de la population qui est décimée. Et il est quasiment certain, même si on n'a pas la preuve historique archéologique, c'est qu'une bonne partie de la famille Mance, les frères et sœurs, ont été décimés par la peste. C'est la raison pour laquelle, en dame de notre chère sœur archiviste, on a beaucoup de mal à cerner la descendance, parce qu'il est presque maintenant acquis que pourquoi on ne trouve pas, pourquoi sur les actes, parce qu'on a quand même des actes de baptême, etc., de décès, on ne trouve pas des choses qui ne se peuvent pas, mais finalement, quand on sait que la moitié de la population qui finalement est morte de la peste, on n'a pas moitié, ils étaient 12, la moitié ça fait 6 gens. Peu de moyens pour combattre ce fléau, sinon de désinfecter les lieux et d'isoler les pestiférés dans des logettes en bois que l'on brûlait après le décès. Et on a des textes qui disent depuis l'Anse, depuis les remparts, c'est en contrebord, en bordure de vallée, depuis les remparts, tous les soirs on voyait tous les logettes. Et donc on essayait de faire combat avec ces fameux saccars qui arrivaient avec leur nez protégé, etc. Et puis avec des espèces de remèdes, mais qui finalement en général ne produisaient pas grand-chose. Mais enfin, ce qu'on essayait de faire, c'était surtout que l'épidémie ne progresse pas.
Alors, à Langres, on a les personnes donc, de Montréal qui sont venues au mois de mai, parce que c'est vraiment un lieu pour moi que j'estime très très fort, ont pu voir justement une partie des pierres tombales où on voit les décès de la peste. Alors, c'est dans cette petite église qui est au bas de Langres, l'église de Brevoine, c'est un faubourg. Vers le haut, donc vous voyez un petit peu les remparts de la cité. Donc, cette église est pavée par les pierres tombales des années 1636, 35, 38, etc. Et ça vient d'un cimetière qui se trouve pas très loin, 1 kilomètre, le cimetière Saint-Sauveur, vous voyez la petite chapelle. Et donc, on a ce genre de dalles, de décès, de personnes ou plusieurs personnes, ici c'est plusieurs personnes, c'est 18, 19 et 2 mai 1636. Sachant qu'il faut aussi se dire une chose, c'est que c'est les plus riches qui bénéficiaient des pierres tombales. Ça veut dire que la majorité des gens, on n'a plus du tout de traces. Mais ces pierres tombales sont vraiment émouvantes. Au total, il y en a à peu près une cinquantaine qui ne sont pas toutes dans cette église, qui ont pu être préservées. Donc, nul doute que Jeanne a dû participer à cette lutte particulièrement pénible. On peut même émettre l'hypothèse, me permettre d'émettre l'hypothèse, que Jeanne a pu être immunisée de la peste. Parce que ceux qui connaissent l'histoire de Jeanne Mance n'a pas repris son lien en France. Et lors d'un retour, justement, c'est attesté, peste, typhus, etc. Beaucoup, plusieurs sont touchés, et Jeanne Mance passe à travers, en guillemets, sachant que une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, et qui montre l'aspect extraordinaire de Jeanne Mance était de composition physique fragile, très fragile, dès la période nombreuse. Et que cette femme fragile au niveau physique a dégagé une force morale et spirituelle telle que l'a fait la mission que vous connaissez. Donc là, c'est une hypothèse, limitée, mais pas forte. Alors, pour faire face aux différentes difficultés de la vie quotidienne, Monseigneur Zamet crée l'hôpital de la Charité, et ça c'est aussi fort intéressant, en 1638-1640. Donc ça c'est l'hôpital actuel, donc ça a été reconstruit, il y a eu un incendie, c'est la construction égyptienne, mais la localisation est exactement la même. Donc ça veut dire, ça je crois que c'est un élément très important, que juste avant de partir dans les mois qui ont précédé, Jeanne Mance a assisté à la naissance de l'hôpital de la Charité, sous l'impulsion de Monseigneur Zamet. Autre partie évidemment très importante, la partie du climat religieux à Langres. Alors voilà ce Monseigneur Zamet avec de Langres, 1615, 1655, 40 ans d'épiscopat. L'épiscopat est le plus important. C'est le musée, c'est un tableau qui est au musée de Langres. Un excellent tableau, il a été restauré il y a quelques années. Les armoiries de Monseigneur Zamet. Le diocèse de Langres, au temps de Monseigneur Zamet. Alors ça, je crois que c'est important aussi d'y insister. Donc, ce diocèse de Langres, tel qu'il existait jusqu'en 1731, d'abord c'est un des premiers diocèses qui a été créé en France, un 3e et 4e siècle, parce qu'il était beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Il était moitié champenois et moitié bourguignon. Vous voyez vers le sud Dijon. Dijon dépendait du diocèse de Langres. Et on allait pratiquement jusqu'à Bourg. Et puis, du côté donc, de l'ouest, on allait du côté de Tonnerre, qui est marqué, et un peu plus loin, peut-être plus facile au point de vue repère historique, on a la ville d'Auxerre. Donc, un vaste diocèse, et l'évêque de Langres était duc et pair de France, et lors des sacres des rois à Reims, il était le 3e personnage honorifique, c'est lui qui tenait le sceptre du roi de France.
Donc, un évêque, on va y revenir, mais qui a une puissance temporelle et spirituelle considérable. Ici, donc, c'est la première page d'un ensemble partiel, mais quelque chose de très important et qui existe à l'endroit de la bibliothèque municipale, qui est la confrérie du Saint-Sacrement. Et c'est hasard, providence, ça commence par 1606, date de naissance de Jésus, et avec un nom propice. Et dans cette confrérie du Saint-Sacrement, on a d'abord les parents, Charles Mans, et Dame Catherine Evoudot, sa femme, qui donc sont admis dans cette confrérie du Saint-Sacrement en 1616. Jeanne Mans elle-même, 1635, pas d'avage, Jeanne Mans, fille de sieur maître Charles Mans procureur, défunt, pardon, maître Charles Mans procureur. Donc Jeanne Mans elle-même, en 1635, après le décès de ses parents, intègre la confrérie du Saint-Sacrement. Alors, il faut savoir qu'il y a des liaisons entre ces confréries du Saint-Sacrement et la compagnie. C'est la compagnie du Saint-Sacrement. Et vous savez certainement que la compagnie du Saint-Sacrement, elle est à l'origine de la Société Notre-Dame de Montréal, 1639. Rappelons qu'elle compta dans ses rangs des personnalités que Jeanne Vénéret, M. Ollier, notamment, le baron Anti. Ainsi, Jeanne dut apprendre la langue l'existence de cette compagnie. Et il n'est pas étonnant que, comme les membres de la compagnie du Saint-Sacrement, Jeanne Mans ait aimé le silence, à la fois pour des raisons spirituelles, je cite, se conformer à la vie de Jésus et au Saint-Sacrement, et pour des raisons pratiques, l'éclat et la ruine des œuvres. Et c'est vrai que Jeanne Mans est toujours restée modeste dans son action. Donc, grande influence de l'évêque Sébastien Zabé. Je vous ai expliqué l'importance du diocèse. En archive, révèle une spiritualité centrée sur le Christ, avec un accent important mis sur l'humilité, l'obéissance, la force et la charité. Il est animé de l'esprit de saint Charles Borromée et de saint François de Sales. Tous ces traits, comme vous le savez certainement, on les retrouve largement chez Jeanne Mans. Il bénéficia du ministère de prêtre, de prélat et d'évêque. Ainsi, le père Coton, jésuite, célèbre confesseur d'Henri IV, mort en 1610, eut un grand succès, mort en 1610 pour Henri IV, un grand succès à la cathédrale en 1620. Le père de Condren, qui sera supérieur de la congrégation d'oratoire en 1629, qui gouverna le séminaire de Langres, un des premiers de France, en 1619-1620. L'ambiance religieuse, comme vous l'avez déjà vu tout à l'heure, c'est aussi, sur la gravure, l'importance des églises et des ordres religieux. L'importante, d'abord, l'importante et imposante cathédrale Saint-Mamès. C'est pas elle, voilà. Donc, la cathédrale Saint-Mamès, c'est près de 100 mètres de la grande nef, de grand vaisseau, presque 100 mètres, et plus de 20 mètres de haut. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui ça peut nous paraître disproportionné par rapport à la ville, mais ce que je vous ai dit sur l'importance du diocèse jusqu'au début du XVIIIe siècle. Par ailleurs, la ville est divisée en 3 paroisses. La cathédrale c'est une chose, 3 paroisses. Saint-Pierre-Saint-Paul, la plus importante, on l'a vu tout à l'heure, là où a été baptisé Jeanne Mans. Ensuite, Saint-Amand, aujourd'hui c'est en partie d'ailleurs un hôtel, pour ceux qui connaissent Saint-Amand, l'hôtel du Chemin Blanc, donc on retrouve des traces de l'église Saint-Amand, et puis l'église Saint-Martin, toujours existante. Une autre église, c'est Saint-Didier. Alors peut-être, au niveau, vous repérez, je pense que vous repérez à nouveau vers le haut Saint-Pierre-Saint-Paul, la cathédrale. Sinon, Saint-Didier, on est dans toute la partie
nord, et Saint-Didier qui est pratiquement au centre. Et Saint-Didier, ce qui est important, plusieurs connaissent, c'est que maintenant c'est une partie, depuis les années 1840, c'est un musée, et maintenant le musée de Langres a été réorganisé, une partie du musée de Langres, il est inclus dans l'église Saint-Didier. Et Saint-Didier, c'est le nom du patron de la ville. Autre chapelle, Saint-Pergeux, qui était plus vers le sud, plus sud-ouest, Saint-Simon-Saint-Jude. Des chapelles qui se rattachent aux 3 hôpitaux, ça c'est intéressant. On a un hôpital, l'hôpital du Chapitre, qui a été créé dès 1201, à côté de la cathédrale. Un autre, Saint-Nicolas, qui se trouvait, qui dépendait des Templiers, puis ensuite ordinal. Et puis celui de la Charité, 1630-1640, comme je l'expliquais tout à l'heure. Pas de Église des nombreux ordres religieux. Depuis le XIIIe, un seul ordre religieux, au départ, les dominicains ou jacobins. C'est la classe du capucin. Quand les Allemands s'étalent, se créent les capucins, ordre missionnaire en 1607. Les Ursulines, qui nous intéressent surtout en 1601, pour l'éducation des jeunes filles. Il est presque certain que Marguerite Mans, la sœur aînée, a été enseignée par les Ursulines. Pour Jeanne Mans, il n'existe que de fortes présomptions. Donc ça, c'est la mort des Ursulines. Ça, c'est donc le portail, tel que se présente aujourd'hui. Et puis là, c'est donc une gravure qui a été faite par mon prédécesseur, d'ailleurs, à la tête de l'association Langue Montréal, mais qui retrace fidèlement l'autre partie des Ursulines encore existantes du côté du rempart. Les oratoriens depuis 1616, qui gouvernaient le séminaire de Langres, je vous en ai parlé. Les jésuites, dès 1621, ordre missionnaire. Alors, Jeanne Mans a une grande confiance en eux. Donc là, il faut beaucoup insister. Par exemple, son directeur de conscience était un jésuite. Peut-être le directeur ou un professeur au collège de Langres, en tous les cas, un jésuite. Et une preuve archivistique. Le 5 septembre 1634, elle donne une terre provenant de son héritage et proche de Langres, il lâche cette celle aux Jésuites. C'est bien la preuve de la grande confiance qu'elle a en eux. Les dominicains en 1621, les annonciates célestes en 1623. Alors, ces annonciates, l'ancien monastère des annonciates a été transformé depuis une quinzaine d'années en maison de retraite, et on a donc un superbe escalier, donc ça c'est du actuel du reste, un superbe escalier du 17e. Et aux annonciades, la sœur de Jeanne, Marguerite, avait fait une pétition donc, pour les annonciades s'installent, mais Jeanne Mans n'avait pas voulu signer. Donc on retrouve quand même le fait que d'un côté, elle est de forte connivence, elle fréquente assidûment le monde jésuite, mais elle n'a jamais voulu intégrer un autre religieux. Après le départ de Jeanne Mans, donc 1640, il y a eu donc des cartes des choses en 1645 et des crédits en 1653. Donc en 1640, au total, au moins 17 églises ou chapelles. Les chroniques de l'époque rapportent que les églises ou chapelles suivantes étaient particulièrement fréquentées. Les jacobins, les jésuites, les oratoriens, les capucins. Les prédications sont nombreuses. On a aussi des textes qui influencent les âges. De nombre de vocations s'éveillèrent. Nul doute que tout ce renouveau catholique, on est dans toute la réforme catholique, a une forte influence sur Jeanne Mans, insistant en particulier sur l'influence des Jésuites. Je voudrais aussi signaler quelque chose d'important, c'est qu'en liaison avec Monseigneur Zamet, qui avait d'importantes relations, Monseigneur Zamet a eu une relation avec le jeune Jean-Jacques Ollier, que j'ai déjà évoqué, et qu'à un moment donné, vers 1634, il a souhaité que Jean-Jacques Ollier lui succède au trône épiscopal. Alors, si le renouveau catholique est fort, maintenant il faut évidemment envisager l'influence de tous les échos du disciple.
Donc, sous l'émanement des Capucins, des Jésuites, rappelons que depuis 1632, les Jésuites publient leurs relations, qui ont d'ailleurs commencé avec le père Lejeune, qui est originaire de Champagne, pas très loin de Londres. Écho dans le diocèse. Le père Gessé Fléché, qui était le premier évangélisateur des Micmacs en 1610, qui est né dans le diocèse de Langres, pas loin de Troyes, c'était le diocèse de Langres. Et il part avec un champenois très connu, Jean de Trincourt, en direction de l'île Saint-Jean, aujourd'hui l'île du Prince-Édouard. Il convertit d'une manière un peu rapide une centaine de Micmacs, dont le fameux chef Mambertou. Et d'ailleurs, ils s'apprêtent déjà à fêter leur 4e centenaire des conversions de Micmacs. Et le père Fléché, il l'appelle le patriarche. On est en relation avec le Micmac qui honore fortement le patriarche Fléché. Il revient en France et il revient au diocèse de Langres. Justement, depuis 2-3 ans, on retrouve un certain nombre de documents sur lui parce que c'est un personnage assez mystérieux. Alors, question, est-ce que Jeanne a entendu parler de cette mission? C'est une question. En tout cas, c'est un prêtre qui part du diocèse et qui revient dans le diocèse. D'autant plus que l'avocat Marc Lescarbot écrit l'histoire de la Nouvelle-France entre 1608 et 1618 et qui parle abondamment du père Fléché. Signalons aussi, même si l'affluence est certainement douteuse, mais qu'en 1639, le jésuite Pierre-Joseph Chaumonot part depuis Dieppe avec Madame de la Pelletrie et 3 autres Ursulines pour évangéliser les Hurons. Or, il est né à Sainte-Colombe-sur-Seine, à une cinquantaine de kilomètres, diocèse de Langres, à une cinquantaine de kilomètres de Langres. Est-ce que l'Allemand se connaissait? Voilà l'interrogation. Plus certain, au sein de sa famille, on a d'abord Jean Dolbeau, un récollect, oncle par alliance, qui a fait 2 missions en Nouvelle-France. L'une en 1615-1617, l'autre en 1618-1620. Il ramène même, c'est un peu la mode de l'époque, un jeune indien pour l'instruire. Écho et contact avec Langres, on ne sait pas, mais en tous les cas, fait partie de la famille. Un autre, plus important, Jean Dolbeau, neveu du précédent, du récollect, qui est un cousin germain de Jeanne, né à Langres le 4 janvier 1608. Il est jésuite, il enseigne dans les collèges de Vannes, de Caen, de Moulins, séjourne à la Flèche et à Rouen. En 1640, année du départ de Jeanne, il est envoyé en mission en Nouvelle-France, au port du Miscou, à la Belle Échaleur. Malade, il doit repartir. Et quand il repart, il y a un problème, il est attaqué par des pirates, il y a le feu dans son bateau, la poudrière explose et tout se retrouve à l'eau. Alors, est-ce qu'il est vraisemblable que Jeanne, a été au courant de cette mission en direction de la Nouvelle-France? Un autre cousin germain, frère de Jean Dolbeau, Nicolas, qui vient à Langres en avril 1640, le personnage le plus important. Il est né à Nogent, lieu natal de Charlemagne, le père de Jeanne, environ 20 km de Langres, c'est tout proche. Il est docteur en Sorbonne, chapelain à cette chapelle, vers 1630, précepteur du duc de Richelieu, puis chanoine de Langres, de 1642 à 1665. C'est lui qui donne à Jeanne les dernières nouvelles pour les missions. En particulier, c'est lui qui donne à Jeanne les relations des Jésuites de 1639, qui sortaient des presses, et qui donnait de nouveaux intérêts, par exemple, l'implication des femmes dans les missions, avec les relations de 1639. Ainsi, 3 religieuses hospitalières de Dieppe avaient fondé le club de Québec. Marie d'Incarnation rassemblait autour d'elle les premières Ursulines canadiennes, grâce à l'appui de Madame de la Pelletrie. Donc, les missions n'étaient plus une simple affaire d'hommes. 1640, Jeanne était donc confortée dans sa vocation. Elle prend contact avec son directeur de conscience, un jésuite du collège, qui lui conseille de partir. Et elle part, on a la chance d'avoir la date exacte, elle part définitivement de Langres le 30 mai 1640 pour Paris. Officiellement, discrétion, retour, pour voir de la famille. En particulier au Faubourg Saint-Germain,
il y avait Antoinette de Bellevue, sœur de Nicolas Dolbeau, et donc cousine de Jeanne. Elle part donc à Paris pour avoir des appuis nécessaires. Elle n'a pas les moyens financiers, mais elle part avec un carnet d'adresses. Elle a un carnet d'adresses parce qu'il y a des gens influents dans le diocèse, il y a Monseigneur Zamet, le saint, il y a sa famille, etc. Et c'est à Paris que vont se dérouler, évidemment, des rencontres décisives. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que par rapport, parce qu'il ne faut jamais vous savez les choses dans l'histoire, il y a aussi, et M. Biard, le président de la Société historique de Montréal, qui est un grand spécialiste du XVIIe, notamment en termes religieux, l'a bien montré dans un acte du colloque qu'on avait tenu à Londres en 2002, c'est tous les réseaux champenois. Parce que vous savez certainement, Marguerite Bourgeois, Paul Chemillé-Maisonneuve, Jean Talon, etc. Donc, si la Champagne n'a donné que 2% des gens qui sont installés en France, par contre, et notamment pour Montréal, elle a donné du 40. Ce n'est pas du hasard, c'est parce qu'il y a des réseaux champenois. Et là, il reste encore beaucoup à faire au point de vue des différentes trouvailles. Ainsi, à 34 ans, on est à la moitié de son existence, à peine 34 ans, Jeanne Mans est une femme mûre qui a de l'expérience. Donc, expérience de vivre dans une ville entourée de dangers, expérience de secourir les autres, dans sa famille, son père, ses frères et sœurs, de nombreux endroits à secourir, qu'elle le disait, de familles de guerre, les soins à donner aux malades, aux blessés, aux pestiférés. Une femme qui a beaucoup écouté. Jeanne Mans est une femme qui d'abord écoute et ensuite prend des décisions opportunes, mais toujours après avoir fortement écouté. Elle a écouté dans son milieu familial, milieu dévot, qui n'est pas tout. Elle a fortement écouté Monseigneur Zamet et toutes les influences religieuses importantes, tout le climat de la réforme catholique, avec les nombreux ordres religieux qui s'installent. Donc son milieu l'endroit lui permet de prendre un engagement réaliste, les deux pieds solidement posés sur terre. Ceci explique largement la part capitale que Jeanne Mans prit dans la fondation de Ville-Marie et dans celle de son hôtel-Dieu. Je vais simplement passer, terminer, donc on ne traitera la statue de Jeanne Mans, érigée le 5 mai 68. Et donc le 12 novembre prochain, il y a une plaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va s'ajouter, plaque commémorative, 400 ans jour pour jour, avec en facsimilé la tête à tête. Et donc, c'est un bout que la boucle. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt, j'ai essayé de respecter l'horaire, ce qui peut permettre éventuellement de répondre à quelques questions. Dans la mesure de mes moyens et par rapport au sujet. Sur une trace du sort de ses frères et sœurs seulement. C'est des nombreuses énigmes, effectivement, on n'a pas beaucoup de traces. Ils ont disparu, entre guillemets, et il y a quand même, tout à l'heure vous avez parlé que bon, les actes paroissiaux partiellement, et on aurait vraiment le document, le mot, etc., mais on a très peu de choses. On a Jean, là, je crois que c'est Jean qui a travaillé dans le document, etc., mais sinon, je pense que il passait pas au niveau de la généalogie. J'ai bien compris qu'ils étaient 12 à la famille. 12, 6 garçons, 6 filles. Ça commence par 2 filles, puisqu'on a un peu 6 garçons. Les historiens ont dit que la France a existé parce qu'elle était de santé faible.
qu'est-ce qui se passait avec? Est-ce qu'on en sait plus là-dessus? Est-ce que tu fais de tuberculose ou de tout ça? Hélas, on n'en sait pas plus. Simplement, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, par rapport à la santé fragile, c'est notamment la première historienne de Montréal, Sœur Morin, qui le dit dans ses mémoires. Et ce que je voulais dire, c'est que, donc, vous savez peut-être, je dis parce que j'ai fait la recherche et j'ai passé pas mal de temps là-dessus, c'est que Jeanne Mance a été 89 fois marraine à Montréal. On n'en a pas, comme on répète, c'est sûr que c'est normal. Mais 89 fois marraine. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que à Langres, elle était une fois marraine. Et la seule fois où elle était marraine, elle a été représentée. Donc, il est peut-être vraisemblable, enfin ça c'est une hypothèse, hein, parce que certainement que l'événement devait être connu, etc. Donc elle pouvait être partie. Et peut-être elle était très malade, peut-être. Simplement, ce qui est certain, c'est qu'elle était marraine une fois à Langres, mais qu'elle n'a pas pu être présente, elle a été représentée. Donc, ça pourrait être un élément par rapport à la faiblesse. Sinon, on a 2-3 témoignages, surtout sur Morin, au niveau de la faiblesse. Si vous voulez rajouter, allez-y. Ça m'a demandé qu'elle était malade parce qu'elle était jeune. Probablement jeune âge, j'ai eu une maladie d'épidémie. C'est de ce temps-là qu'elle est devenue, qu'elle est restée fragile de santé. Et elle va le dire à Mme Le Fillon, elle ne pouvait pas penser pour une hôpital, elle ne pensait pas qu'elle aurait la santé et la force physique pour porter cette. Et on a aussi le témoignage de Théophraste Renaudot, le premier journaliste, en 1641 voit l'embarquement. J'ai plus la citation en tête, qui dit en gros, il y a une dame, une demoiselle qui vient de Langres, qui donne l'âge de 24 ans, de 34 ans, et qui dit donc Dieu lui donne plein de grâce et ne vit que de pain et d'eau, qui montre quelqu'un de fragile, finalement, mais en même temps fragile, mais on en est toujours à convaincu dans la démarche. Je vais citer par-dessus le portrait de Jeanne Mance. Le portrait de 1638. Oui, de toute façon, donc, vous avez en fait l'objet présenté de toute manière, donc vous avez la statue, et sinon vous avez effectivement tous les. Bon, là, je suis passé vite, je vous représente la main. Une des. Par contre, au niveau des signatures, donc on en a pas mal. À Langres, disons pour simplifier, il nous en reste 2 ou 3. Alors voilà, donc au niveau du portrait de Guy de 1638, enfin ce qui est sûr déjà, c'est le seul portrait qui pourrait être authentique, sachant que de toute façon ce n'est qu'une copie. En toute hypothèse, ce qui est sûr, c'est que l'original a été perdu. Mais peut-être pareil sur le partiel, sur l'histoire musulmane. Très précis. Vous devez préciser le 1638, d'où vient la date. Oui, oui. Je peux vous dire. Oui, mais allez-y. Moi, je suis. Je peux prendre le micro. Parce que On est même tout, même la date. c'est parce que je trouve ça important, parce qu'on peut partir sur une fausse piste. Ce tableau peint est signé de l'artiste peintre français Dugardin. Derrière, il y a une signature d'une archiviste de la secrétaire de la maison du 19e siècle. Elle écrit à la main « Vrai portrait de Mademoiselle Mance avant de partir en 1638 ». Marie-Claire Laveluy l'a identifié, c'est Mère Paquette, Sœur Paquette, Joséphine Paquette. Mais Marie-Claire Laveluy a cherché où elle avait pris cette information. Pourquoi que Sœur Paquette a écrit ça au crayon derrière le tableau peint de cette peinture, avec le sceau de l'artiste peintre de Paris qui est derrière la peinture, puis elle fait cette. C'est comme elle dirait, c'est peut-être la copie du 19e siècle, puis il y a l'original en 1638. C'est comme si Jeanne Mance était à Paris en 1638. Alors c'est vraiment une sœur du 19e siècle qui écrit ça. Alors elle a porté dans la tombe le secret de cette écriture avec la date. Et que Marie-Claire Laveluy a cherché à Paris pour identifier l'artiste peintre. Et on pense que nous,
C'est une peinture du 19e siècle. Elle a été restaurée et analysée parce qu'on pensait que c'était un collage. Et le restaurateur, en 1992, il a dit non, c'est une peinture sur bois. Alors, la signature, le sceau, semble 19e et la sœur écrit 1638. Alors, si un jour on peut trouver le mystère. Et j'ajouterais deux choses parce que nous avons travaillé pour parce qu'on a travaillé sur l'exposition et j'ai travaillé beaucoup avec l'inventaire après décès, qui est une richesse parce que ça nous. L'inventaire après décès, tout simplement, on peut savoir un petit peu son habillement, ce qu'elle avait dans sa chambre. Alors, elle possédait deux portraits, ça confirme ce que M. Fiziel a dit, portrait de Saint-Charles-Borromée et de Saint-François de Sales. Et elle avait le portrait miniature de Madame de Bullion, et des portraits aussi, M. Ollier et le baron de Ranty. Et moi, je me dis, Madame de Bullion, les deux Bullion, à l'hôtel de Bullion, ils avaient un peintre attaché un peu à la famille qui était Simon Jouet. Alors, moi, je me dis, lors de ces visites, et même à la dernière visite, qu'est-ce qui dit que Madame de Bullion n'a pas fait tirer son portrait? C'est une hypothèse que j'ai. Elle a pris son portrait, elle-même, Madame de Bullion, quand elle l'a donné à Germain, semblant dire se souvenir d'elle lorsqu'elle s'est arrivée Marie. Et quelques années avant sa mort, elle remet le portrait de Madame de Bullion aux sœurs, à Catherine Massé et les autres. Alors, Marie Morin dit, nous avions le portrait de Madame de Bullion, que nous regardions, et qui nous donnait beaucoup d'espérance et de courage, mais il a brûlé lors du premier feu. Et je me suis posé la question à ce moment-là, comment ça se fait, ce portrait-là n'était pas dans l'inventaire. Elle avait l'inventaire, elle avait le portrait de M. Ollier, du baron de Ranty, mais elle n'avait pas Mme de Bullion, et c'est Marie Morin qui donne la réponse, c'est les sœurs qui l'avaient. Alors, le jugé bon de le donner aux sœurs, et le premier feu, alors moi je me suis dit, pourquoi Mme de Bullion n'aurait pas non plus dit à Mlle Mance, j'aimerais garder votre portrait. Et je pense que c'est peut-être ce portrait-là que Marie-Claire de Revy cherchait. Mais comme on n'a pas trouvé ni la correspondance de Jeanne Mance à Mme de Bullion, c'était tellement secret, alors c'est pour ça qu'il y a encore quelques mystères. Alors je voulais vous apporter ça, ça a été. Merci. Simplement, par rapport à ce portrait, signaler que donc, le 12 novembre prochain, à Londres, pendant le Royal, il y aura des cérémonies importantes, et qu'on fait une émission philatélique, et dans l'émission philatélique, c'est ce portrait de Jeanne Mance que l'on reproduira avec une cachette postale du 12 novembre 2006. Oui, bonjour, moi William Morris. J'ai une toute petite question au sujet du nom de Jeanne Mance, son nom de famille. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'origine de ce nom? C'est assez, il y a une étude qui est faite, c'est assez compliqué. Ce que je peux dire simplement, c'est que ce nom se retrouve dans la toponymie, notamment au point de vue hydrographie dans la région de Lens. Mais il y a aussi d'autres études. Enfin, ça, au niveau hydrographie, Est-ce que c'est un nom ancien ou relativement récent par rapport à la famille immédiate de Jeanne Mance? disons que on peut remonter déjà jusqu'au XVIe siècle, c'est sûr, par rapport au Mans. Avant, c'est difficile de pouvoir affirmer des choses. Oui, est-ce qu'il y aurait une possibilité que ce soit un nom traduit de l'italien comme Mancini? Je ne crois pas que l'hypothèse ait déjà été émise. Ceci étant, et dans l'histoire de France, est-ce qu'il y a d'autres époques où on connaissait des gens du nom de Mance? à cette époque-là, Non, dans l'histoire de France, avant Jeanne Mance, est-ce qu'on a déjà rencontré le nom de Mance, soit comme militaire, soit comme évêque, ou autre chose du genre? non. Merci. Non, c'est assez.
D'autres questions? C'est vrai qu'il y a beaucoup de, pour toute la période française, surtout en droit, on a beaucoup d'incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est que par rapport aux origines, on a des origines relativement modestes. Au niveau de la mer, au niveau, par contre, je vous ai expliqué rapidement qu'on avait les racines langroises qui remontaient au moins au XIIIe siècle, mais au niveau des pigments, 16e, peut-être 15e. C'est un milieu relativement modeste. On n'a pas de grands personnages en disant. Merci, M. Cousin. J'ai toujours pensé, mon Dieu, que ma tête a lui, en présentant l'inventaire des biens après la mort de Jean-Louis, ça lui donnait une image particulière de son caractère physique et moral, ce qu'on a trouvé à l'hôtel-Dieu lors de son décès. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et ce fut très intéressant cette correspondance entre Montréal, Londres. Merci. Je ne voudrais pas quitter cette bonne ville de Montréal et cette très bonne société historique de Montréal sans honorer la société historique par deux livres, en particulier un, je ne pense pas qu'elle le possède. Et donc je voudrais remettre à M. Désiel, le président, donc d'une part, justement, Langres au début du XVIIe siècle, 1610-1660, écrit par le bon Eugène Duc, qu'on a évoqué entre nous tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs un livre assez extraordinaire, c'est pas rien pour la discussion, parce que ce père Eugène Duc, un certain nombre d'entre nous ont connu, il a écrit un livre, finalement, pour bien cerner le milieu langrois. Il n'a pas dit un mot de Jallemande. Ce qui fait qu'au niveau marketing, ça n'a pas été. Ce qui fait qu'ils ont été obligés après de marquer 30 ans de vie à l'époque de Jallemande. Je ne dis pas de mettre de bandeau, mais c'est une excellente description justement de tout le. Et ce que j'ai dit, bon, il y a d'autres découvertes depuis, parce que c'est un livre qui a été écrit, qui est épuisé. Je l'avais justement réservé quelques-uns, parce que c'est écrit en 78, il y a longtemps que c'est épuisé, il y a 15 ans, c'est épuisé, et donc pour votre bibliothèque, et puis d'autre part, des belles images de Langres en particulier, vous aurez la statue en pleine page, vous la connaissiez, M. Désiel, on était très heureux de vous recevoir au mois de mai, en tous les cas, merci, et puis j'ai parcouru rapidement, parce que c'est vrai que le temps est court, tout ce que vous avez remis hier au niveau de publication de votre société. Et puis ce que je souhaite, puisqu'on est société sœur avec la Société de Montréal, que maintenant il puisse y avoir des échanges périodiques pour bien amplifier, conforter ce lien entre Langres et Montréal. Merci, Monsieur le Président, d'avoir permis de pouvoir dire quelques éléments sur Langres au temps de la France. Alors, je voudrais remercier M. Pissel, non seulement pour la conférence remarquable, mais également pour l'accueil absolument inoubliable dont nous avons été témoins, ceux qui ont eu le bonheur de pouvoir se rendre dans la ville de Langres, le couvent des Annonciades, la tour là-bas, l'accueil et la chaleur des gens qui viennent nous voir. J'ai dit à une dame que j'avais eu le bonheur d'interviewer avec le père Désiel en 70, Eugène Hugues, justement, qui avait apporté une entrevue sur Jallemande dans le cadre d'une série d'histoires sur l'histoire religieuse Canada-Français. Immédiatement, on m'a remis des photocopies de correspondance et puis on m'a parlé de lui. Donc il y a à Langres une sorte d'amitié évidente pour Montréal et le Québec. Et alors il y a, pour nous, quand nous y allons, ce que Michel Liad appelle, on sent cette émotion, une nostalgie des origines. Je veux dire, c'est quand on va à Langres, on est chez nous, d'une certaine manière.
Et alors, on ne peut pas être indifférent. C'est assez bouleversant finalement. Les gens nous saluent, et dans certaines boutiques, il y avait des cartons du Québec, il y avait des ouvrages concernant le Québec et concernant Montréal. Voilà, alors je crois que M. Pizel n'est pas étranger à cette atmosphère qui, à l'angle, finalement, nous interpelle. Alors je le salue et j'étais content de pouvoir lui remettre un document d'archives, justement, l'interview de Julien Désiel en 70 avec l'abbé Eugène Hugues de Langres. Ce document d'archives que j'avais conservé, que j'ai retravaillé, que j'ai diffusé donc à l'occasion d'une émission spéciale dans le cadre des Nouveaux Regards sur l'Histoire à Radio Ville-Marie cette année. Et j'ai remis donc une copie de ce document produit par la Société historique. Alors voilà, je vous salue et merci d'avoir été nombreux. Je ne peux pas conclure parce que ce sera à vous, mais je pense que vous avez bien compris le premier message de Monsieur le Président. Ça veut dire que si vous n'êtes pas encore venu à Langres, vous êtes dans l'obligation dans les mois qui viennent de venir à Langres. Oui, alors, c'est quand on va dans une ville comme ça qu'on comprend des mots comme celui-ci, le fameux pèlerinage aux sources de l'endroit des passés. Ce que je veux dire, c'est qu'on a ce sentiment-là, on n'est pas étranger. On se sent chez soi, finalement, dans une toute petite ville, mais qui, d'une certaine manière, on peut, enfin, j'avais dit donc ici hier, c'est-à-dire qu'on peut lire, par exemple, sur une pierre, près du musée, je me rappelle avoir lu cette citation, Langres, l'intimité dans la puissance architecturale. Alors, c'est une citation de Mitterrand, de l'ancien président de la République. Donc, partout où les Ursulides, ou les Annonciades, ou les oratoriens, partout il y a comme une sorte de... curieusement, il y a des noms qui sont les nôtres. Bref, voilà, il faut aller voir. Non, voilà, je vous salue.